en fait, le 0 à 1 entrepreneurial, ce qui compte le plus, c'est d'aller vite et d'aller fort en fait. L'entrepreneuriat, c'est une histoire de quête, c'est une histoire de combat, on le voit. Je pense que je suis un peu un bisounours et que je rêve d'un entrepreneuriat des bisounours. Salut Martha! Salut Nelly! Ça va? Ça va et toi? Oui, est-ce que tu as ton ticket? Je l'ai! C'est parti! Allez, je t'invite à rejoindre le manège infernal du roller coaster. Waouh, c'est un vrai roller coaster! Est-ce que tu aimes les roller coasters d'ailleurs? Est-ce que j'aime les roller coasters? Je crois que j'adore. Ah ouais? J'adore, je suis pas du tout à l'aise, mais j'aime bien les sensations fortes, ouais. Donc tu y vas souvent? Quand j'étais petit, j'allais souvent. Aujourd'hui, on n'a plus trop le temps d'aller à la fête foraine. Donc tu es un vrai entrepreneur. Le roller coaster finalement, on le voit sur ton dessin. Qu'est-ce que Exactement. tu as pensé de cet exercice? Bah, moi, j'ai adoré. C'était la première fois que je voyais ma vie sur un dessin déjà. Et puis en relief, puisque je ne l'ai pas fait juste en frise chronologique, mais aussi avec les hauts et les bas. Je trouvais l'exercice génial. Et puis le soir, en me couchant, après l'avoir fait, je me suis dit, ah, c'est marrant, j'avais pas vu ça comme ça. Super, donc on va rentrer. Est-ce que tu es prêt, Martin? Je Tu suis prêt. t'accroches? Oui. Qui es-tu? Je m'appelle Martin, je suis entrepreneur avant tout. Je suis aussi créateur, au sens large du terme, de contenu, mais aussi au sens de la création. Je crois que j'aime vraiment créer. Je suis aussi aventurier, puisque j'aime les aventures et que entreprendre et créer du contenu, c'est une aventure de chaque jour. Ça, c'est pour la catchphrase. Un peu plus précisément, j'ai commencé l'entrepreneuriat un peu par hasard. J'ai monté plusieurs boîtes, on va sûrement en reparler. Et puis, depuis 2 ans, j'organise des événements pour les entrepreneurs. Et on en reparlera sûrement aussi. Clairement. On se met dans le wagon. Est-ce que tu es prêt? On part en enfance. Donc, on a reçu ton dessin. Qu'est-ce que ça t'a fait de faire ce dessin? Bah, j'ai adoré et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir sa vie sur un bout de papier. Et puis surtout de pas juste l'avoir en frise chronologique, mais de l'avoir avec des hauts et des bas, puisque bah, c'est vrai que la vie, c'est surtout des hauts et des bas. Donc j'ai adoré et le soir en me couchant, je me suis dit: «Ah, j'ai bien aimé l'exercice». Super. Donc, on se met dans le wagon. Martha, l'enfance. Ça a l'air plutôt pas mal. Une montée, puis une descente. Moi, j'ai grandi dans le sud de la France, entre Nice, Cannes et dans le coin. Et j'avais une enfance très, très paisible, hem, à la campagne, loin des problèmes. Je pense que l'enfance, enfin, j'ai eu la chance d'avoir une enfance sans problème. Et puis arrive l'adolescence. On voit un petit personnage qui pleure. Oui, alors qui pleure, peut-être que c'est un grand mot, mais en tout cas qui est pas forcément épanoui. Je suis arrivé à Paris quand j'avais heu, une dizaine d'années et ça n'a pas été les années les plus drôles de ma vie. Je crois que j'étais pas très bon pour faire groupe à l'école, enfin au collège, au lycée. Je pense que c'est des années dures pour les gens qui arrivent pas à, Plutôt à ren introverti. mais pas vraiment puisque je suis quand même plutôt quelqu'un d'extraverti, mais je sais pas, il y avait un effet de groupe, il y a un truc qui m'allait pas et j'étais pas bien dans mes baskets. D'accord. Et donc ça a duré toute l'adolescence. Ça a duré toute l'adolescence, jusqu'à mes 19 ans. À 18 ans, j'ai écouté mon prof d'économie, au bac qui m'a dit: «Martin, il faut que tu ailles faire de l'économie à la Sorbonne» et c'était une grosse connerie parce que je crois que ni la Sorbonne, ni l'économie étaient vraiment fait pour moi. Et là, la fac, ça a pas été facile non plus, j'étais complètement perdu. Je savais pas trop, je savais pas trop à quoi bon, on se réveillait le matin et puis ce que j'allais faire de cette vie qui semblait du coup, longue, à mener sans sens et puis ensuite on a la découverte de l'entrepreneuriat. Donc là, on a une période un peu longue où effectivement tu te cherches, tu sais pas trop où tu vas et finalement, il y a quand même une remontée. La découverte de l'entrepreneuriat, elle se découvre comment? À quel moment? Qui t'a donné l'envie? Ouais. Moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat complètement par hasard. Je suis devenu livreur à vélo pour, une boîte qui s'appelle Take It Easy, qui était concurrent de Deliveroo, Foodora et compagnie à l'époque où il y avait 7 ou 8 boîtes, tu sais, qui se battaient en duel à Paris et moi, ce qui me faisait kiffer, c'était pas de livrer des burgers, mais c'était de comprendre ce qui se passait derrière cette application. Pourquoi est-ce que, parfois, il me faisait aller du 5e au 5e et parfois du 17e au 9e? Pourquoi est-ce que il arrivait à me payer, plus cher quand il pleuvait? Comment il dispatchait les livreurs le matin à Paris? Enfin bon, je faisais exprès le soir quand je venais rendre mon sac ou recharger mon téléphone, de rester un peu longtemps dans les bureaux et
et je voyais ces gens qui travaillaient, qui avaient l'air d'inventer une nouvelle manière de faire et de vivre et ça m'a plutôt intéressé. Juste après, je suis devenu cuisinier pour une autre startup qui s'appelle Menu Next Door, qui était, incubée chez The Family, un incubateur de startup que tu connais et donc là, j'avais 19 ans, je faisais des pad thaï, Menu Next Door, c'était un truc que tu pouvais faire à manger, pour tes voisins et puis The Family, ça a vraiment, changé ma vie parce que, parce que j'ai découvert un endroit où les gens se lèvent pour changer les règles, pour casser les codes, où les gens se lèvent, aussi avec l'envie d'être heureux, de créer un autre demain, de créer des aventures collectives, et puis que ce soit, les gens, Oussama, à l'époque et toute l'équipe, le lieu et l'énergie qui s'en dégageait, je me suis dit, «Ça m'intéresse tout ça» et puis ensuite j'ai fait un peu comme tous les gens qui découvrent l'entrepreneuriat. Heu, j'ai, heu, j'ai suivi quelques formations, écouté les podcasts et puis je me suis lancé. Donc finalement, The Family, toi, ça a été une période vraiment qui t'a amené vers le haut dans l'entrepreneuriat, qui t'a permis d'avoir les clés, parce qu'on a il y a tous les sujets autour de The Family, mais cette époque-là était vraiment une époque de la renaissance, enfin presque de la création de l'entrepreneuriat à Paris, quoi. Bien sûr, on avait de l'entrepreneuriat, mais l'ère des startups françaises est née entre 2012 et 2018, grâce à The Family. Moi, je suis arrivé là, c'était en 2016 ou 2017 et moi, The Family a changé ma vie et surtout, je suis conscient que, The Family a changé la vie d'une génération entière, voire de plusieurs générations, d'entrepreneurs. Donc, c'est dur pour moi, hein, d'essayer de faire la part des choses, si on évoque rapidement les événements, mais la fin s'est mal terminée, mais on ne peut pas retirer tout l'avant, qui est juste, une période complètement dingue pour l'économie française. Est-ce que justement tu peux détailler un petit peu qu'est-ce que ça veut dire The Family pour toi en tant qu'entrepreneur? C'était un écosystème, des événements en permanence? Qu'est-ce qui fait cette émulsion, Oui, bah, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses de The Family qui m'inspirent encore aujourd'hui, mais c'était, une marque forte et qui dit marque forte, dit un collectif uni autour de cette marque. Donc ils avaient une capacité à fédérer qui n'a jamais été revu depuis. Ils avaient un lieu, moi je crois beaucoup au physique et je crois beaucoup aux événements. Il y avait des événements tout le temps, du matin au soir, toute la semaine, avec une logique, à la fois d'exclusivité pour, les entrepreneurs qu'ils accompagnaient, mais aussi d'ouverture. Et moi à 19 ans, sans rien savoir, quoi que ce soit, j'avais le droit aussi de venir, de rencontrer des gens, de m'imprégner. Et puis ils avaient aussi, il faut le dire, du talent et de la compétence parce que, ils ont fait naître de super belles boîtes, parce qu'ils arrivaient à fédérer, des politiques, des, grands groupes, des entrepreneurs, des entrepreneurs renommés américains et donc c'était un mix de tout ça qui a fait, à mes yeux, The Family. Donc toi, ça t'a donné l'étincelle de la création de ta première boîte. Oui. Alors raconte-nous comment, à quel moment ça s'est fait? Tu as rencontré des gens? Tu t'es associé? Alors avant la première boîte qui est affichée là, bah, il y a toujours, plein de petits tests, un peu foireux. Mais cette première vraie boîte que j'ai montée, je ne l'ai pas montée tout seul, j'ai monté avec un startup studio en Belgique, dans la food évidemment toujours puisque j'adore la bouffe et j'adore bouffer. J'ai eu une opportunité avec un startup studio que j'ai saisie. J'étais censé faire une mission de business developer dans ce startup studio. C'est une occasion en or pour moi, de rentrer vraiment dans un écosystème, d'accompagnement de startup. Et puis au bout de quelques semaines, ils m'ont dit: «Ah Martin, tu as l'air déter», comme on dit et nous, on est un startup studio, donc on a un pool d'idées et on attend qu'il y ait des entrepreneurs qui viennent pour les porter. On aimerait bien t'en proposer quelques-unes et ils m'ont proposé un projet donc de dark kitchen. Dark kitchen qui est devenu très à la mode, mais là on est en 2018. C'est la première dark kitchen de Bruxelles. Elle s'appelle Foodies et là c'est ma première, étincelle entrepreneuriale dans le sens où, j'ai trouvé un chef, j'ai trouvé une cuisine, j'ai conçu une carte. On s'est mis sur Deliveroo avec tout ça avec une fluidité et au bout de 3 mois, on est devenu le meilleur restaurant de pokéball sur Deliveroo. Puis on est allé sur Uber Eats, puis ensuite une deuxième cuisine et puis ensuite je suis parti. Je suis parti puisqu'ils cherchaient un rôle de manager, un rôle de gestionnaire. Moi, je suis resté un peu moins d'1 an. J'ai fait mon premier 0 à 1 et c'est vrai que cette expérience, elle restera pour moi ancrée, je pense à jamais.
Donc ouais, ça a assis un petit peu tes compétences et tu t'es dit: «C'est pour moi, j'ai trouvé ma voie» et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, à partir de ce moment-là à Bruxelles. Exactement et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Je me suis rendu compte que en fait, le 0 à 1 entrepreneurial, il faut pas être le plus intelligent, il faut pas être forcément même le mieux entouré. Ce qui compte le plus, c'est, d'aller vite et d'aller fort, en fait. Ce qui est incroyable dans ce startup studio qui s'appelle Startup Factory Bruxelles, c'est qu'il nous interdisait, nous les entrepreneurs, de voir les contraintes. Tout n'était que solution et en fait, chaque contrainte avait forcément un petit chemin sur le côté et je crois que c'est vraiment ça au début l'entrepreneuriat. Les gens essaient de faire des business plans, des interviews. Alors tout ça, oui, c'est pas que c'est 100 bullshit et inutile, mais ce qui compte le plus au début, c'est de trouver un besoin et d'y répondre par un produit et tout le reste n'est que, à mes yeux, superflu. Donc en fait, finalement, toi, tu es plus sur le product market fit comme on l'appelle. C'est que tu as un marché, un besoin, tu matches les 2 et tu crées une solution qui fait sens finalement. Parce que si la solution n'est pas demandée, on Exactement. peut mettre tout l'entourage qu'on veut, voilà, il faut être aligné quand même au marché et donc là, tu passes une étape avec donc on voit quand même une petite chute. Je décide d'aller en école de commerce, Ah! hem, C'est la chute. parce que voilà, parce que, parce que j'avais un bac+1 ou bac+2 et que je me disais que c'était important quand même d'avoir un peu plus de bagages, scolaires et je me disais que l'école de commerce, c'était un super endroit pour moi pour continuer à entreprendre. Tu te l'es dit toi ou c'était une C'est mes parents pression? qui me l'ont dit. Ah, on est d'accord. Et l'école de commerce, c'était pas très drôle pour moi. J'ai retrouvé un peu, bah, le côté, groupe, un peu pression sociale, tu vois, que je connaissais au collège et au lycée. Et puis après, j'ai monté ma 1re boîte avec 2 associés que j'ai rencontrés à l'école. Donc cette école, elle m'a pas que apporté de la tristesse, mais aussi de la joie. Et puis la deuxième boîte, elle s'appelle Pick Me, Pick Me, parlons-en. Donc ça, c'est une deuxième boîte qui a pris ses racines à Paris? qui a pris ses racines dans mon école de commerce, en province. Ah d'accord, OK. Donc c'était toujours en province Oui. et là, tu lances Pick Me. Vas-y, raconte-nous. Pick Me, hyper simple. Moi, j'ai grandi, bah, à Paris à partir de mes 10 ans, dans le centre de Paris en plus, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai toujours, grandi avec les touristes et j'ai toujours été passionné par le tourisme et parce que j'adore voyager et aussi parce que j'adore recevoir, comme, ma passion pour la bouffe l'indique et je voyais partout, en bas de chez moi à Paris, des touristes qui se prenaient en photo des selfies un peu pourris et à côté de ça, j'avais plein de potes qui étaient photographes et qui galéraient à payer leurs factures. Je me suis dit: «C'est dingue, il y a plein de touristes qui prennent des photos toutes pourries, il y a plein de photographes qui ont du talent mais qui ont pas de clients. Il faut que je crée un truc pour, unir les 2». Et donc bah, au culot, toujours, comme je l'avais appris en Belgique, rapidité et test le plus tôt possible. J'ai pris 3 potes photographes avec mes 2 associés. On est allés à la Tour Eiffel, on a arrêté les touristes, on leur a dit: «Hello, est-ce que pour, 10 €, vous voulez pas une ou 2 superbes photos de vous devant la Tour Eiffel plutôt que votre selfie tout pourri?» Tout le monde nous y disait oui, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a 90 des gens qui sont, sur le Champ de Mars, c'est la première fois qu'ils viennent à Paris, sûrement la dernière et ils viennent de partout à travers le monde. Donc 10 € pour une belle photo plutôt qu'un selfie où tu as un triple menton, c'est un bon deal pour eux et puis on a fait une deuxième journée, puis une troisième, puis une quatrième. Puis on a sorti une application qui permettait donc aux touristes de réserver des shootings photos dans les spots touristiques à Paris, sur les quais de Seine, au Louvre, Champ de Mars, tous ces endroits. Et là, bah, là, on a vraiment vécu, le haut du roller coaster. On avait une super traction, on avait un produit qui parlait aux gens, qui était vraiment innovant. Hem Et puis un jour, je pense que tu t'en rappelles, on nous a dit qu'il y avait une maladie qui débarquait et nous bah, voilà, moi j'ai monté une boîte dans le tourisme, 8 mois avant le covid et tout s'est arrêté du jour au lendemain. Ouais, le Covid, donc forcément, ça a attaqué, Fini, clairement, pas de fini. sujet. Il y en a qui ont pivoté, enfin, tu vois? Nous, il y avait pas de sujet, c'était fini. Et il y avait pas un sujet, de digitalisation totale, Oh non, en fait, on a fait un pivot. Nous, on s'est dit: «OK, on a plein de photographes, on a plus de touristes. En revanche, il y a de plus en plus à cause du covid, on va de plus en plus à faire de transactions en ligne.
Donc les magasins vont devoir avoir des super photos de leurs produits, les restaurants, pour se faire livrer pendant le Covid, des super photos de leurs plats. On a tenté un pivot comme ça, mais c'est ni ce qui nous est kiffé, ni là on était bon. Il y avait une boîte qui s'appelle Miro qui avait levé beaucoup, beaucoup d'argent il y a quelques mois avant pour faire à peu près la même chose, qui le faisait 1000 fois mieux que nous. Et donc il a fallu se rendre à l'évidence que c'était fini. Mais c'est Vous drôle, étiez combien à ce moment-là? on était dans l'équipe, on était 5. D'accord. Mais c'est drôle, tu vois, parce que et c'est vraiment la naïveté de l'entrepreneur. Moi, je suis persuadé que une des premières qualités d'entrepreneur, c'est la naïveté. Il faut être hyper naïf. Mais là, on a été trop naïf et moi, j'ai été trop naïf. C'est-à-dire que j'ai été persuadé tous les jours pendant les 6 premiers mois de Covid que demain, ce serait fini. Parce que c'était tellement surréaliste ce qui nous arrivait que je ne pouvais pas croire que vraiment ça se passe comme ça. Et donc, bah, toutes les semaines, on travaillait comme si la semaine d'après, ça allait reprendre. Et puis en fait, au bout de 6 mois, ça n'a jamais repris. On a bien fait de ne pas attendre puisque ça c'est quasiment 2 ans de Covid. Oui, c'est sûr. Et là, pour le coup, c'est des anticipations qu'en tant qu'entrepreneur, tu peux faire tout ce que tu veux. Bien sûr. C'est sûr que ça a été un moment très difficile pour certains. Et c'est la deuxième leçon aussi, c'est que je pense qu'on se fait beaucoup de mal en tant qu'entrepreneur à se persuader que tout est notre faute. Et c'est important aussi parce que rien de pire que les gens qui se dédouanent de tout. Mais, mais parfois, il y a des choses qui ne sont pas de notre faute et il faut l'accepter. Parce qu'on ne peut pas se battre contre ce sur quoi on n'a pas de pouvoir. C'est ce qu'on on le dit souvent, c'est qu'on prend l'entrepreneur comme un héros, super-héros, surhomme. On reste des hommes, des femmes et finalement, bah, on ne peut pas se battre contre les forces de la nature, ça. hein, finalement. Mais c'est vrai qu'on a tendance à s'auto-flageller en se disant, si c'est la faute de quelqu'un, c'est la faute du CEO. Bon, il faut prendre sa part de responsabilité, mais il y a quand même des enjeux où tu peux pas te battre contre Non, tout, non. quoi. Et ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est un bon exemple. Et ça a fait pas mal de dégâts dans l'économie de manière globale. Donc de toute façon, c'était aussi le lot de se dire: «On est tous ensemble». Alors certains ont tiré leur épingle du jeu, Oui, forcément, mais c'était quand même, je pense un moment qui a été partagé par l'ensemble de l'économie française, enfin mondiale même. Donc c'est vrai que c'était difficile et donc là, vous avez pris la décision. Combien de temps tu as tenu et tu t'es dit: «On lâche pas» et à un moment donné, vous avez dit: «Bon allez, c'est terminé». ça a mis du temps, hein. Je te dis, on a d'abord pivoté sur les restaurants. Ensuite, j'en rigole quand je le dis, mais on a lancé un truc qui s'appelait Pick My Pet, pour permettre aux propriétaires de chiens fanats de leur chien de se prendre en photo avec. Mais tu vois, et ensuite, on avait lancé un truc qui s'appelait Pick Me at Home, où en fait, on faisait des photos des gens confinés chez eux et on reversait une partie des bénéfices aux soignants. Donc, on n'a pas rien fait du tout, mais au bout du moment, on s'est dit qu'on ne pouvait plus vivre comme ça et on a arrêté. Et il n'y avait pas une notion de on met en sommeil? À un moment donné, vous avez dit: «Bon, il vaut mieux arrêter», plutôt que de dire: «On met en sommeil, la société, on reviendra», là, c'était plutôt: «Bon, on passe à autre chose», quoi. Ouais, c'est marrant, on me pose souvent cette question alors que moi, enfin, à ce moment-là, c'était pas du tout un. C'est dur psychologiquement, c'est tellement prenant de run une boîte que te dire ok, je laisse dans un coin de ma tête, je vais faire d'autres trucs et puis je les reprendrai, tu vois, c'est quand même compliqué. Donc non, en vrai, il y a pas eu de sujet. OK. Donc là, c'est la descente. Psychologiquement, là, c'est compliqué. Bon, déjà, on est confinés, en plus, tu fermes ta boîte. Comment tu tiens le coup dans cette période? Je crois que je repars dans des trucs, plus moins entrepreneuriaux. Je me souviens que j'ai fait beaucoup de peinture et de collage à ce moment-là, pendant le Covid. Beaucoup de temps avec ma famille, j'ai lu, tu vois, des trucs où, bah, mine de rien, j'étais encore jeune, enfin, je suis encore jeune d'ailleurs, mais j'étais déjà encore plus. Mais j'avais l'impression d'avoir, fait un sprint sans lever la tête et là, j'ai pris le temps un petit peu de lever la tête donc c'était pas facile, mais à la fois, je pense que ça m'a permis un petit souffle, tu vois, un petit regain d'énergie avant de repartir. Ouais, c'est vrai que ça a été une période qui pouvait être salvatrice pour certains Oui, de faire une pause, de repartir un peu sur les bases de la vie parce que finalement, on est tous en sprint c'est clair. et finalement, c'est qu'un marathon, donc il faut savoir s'arrêter de temps en temps. Ouais Et donc là, ça remonte quand même. C'est-à-dire que le Covid t'a redonné de l'énergie et tu repars et à l'escalade. ouais, je repars avec une idée hyper simple qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Moi, j'ai une conviction qui est pas du tout scientifique, mais toi et moi, on a des idées. Et en tant qu'entrepreneur, on en a plus que la moyenne. Et moi, j'ai souvent l'impression que plus une idée me trotte dans la tête,
plus j'ai envie de la faire, c'est sûr, et puis surtout, plus j'ai l'impression qu'elle est bonne, ce qui est complètement pas scientifique. Mais ça faisait longtemps, tu vois, sur toutes les expériences-là, j'avais recruté des stagiaires, des alternants ou des juniors, et je me disais, putain, il y a un problème de fou en France sur le recrutement des jeunes. Il y a un problème parce que le mec, il a 16, 18, 20 ans, et quand tu mets une offre de stage ou d'alternance, tu reçois des centaines de candidatures. Tu vas pas passer 5 minutes à rentrer en profondeur dans chaque dossier. Donc tu te fies à quoi? Un CV, une lettre de motivation. Et puis moi, j'avais aussi un CV, une lettre de motivation depuis toujours qui était pourri. Donc je l'ai fait aussi, je pense, en écho à, à moi-même. Mais euh, l'idée, c'était de se dire, on n'est pas des CV, on n'est pas des lettres de motivation. La lettre de motivation, déjà, c'est la plus grande aberration du 21e siècle à mes yeux. Et le CV, bah, comment tu. Enfin, tu vois, t'as 18 ans et déjà on t'explique que si t'es pas allé dans le bon lycée et que t'as pas fait le bon taf dans une grosse boîte, alors que 100% des tafs dans des grosses boîtes quand t'as 17 ans, c'est parce que t'es pistonné, tu vas avoir des stages ou des alternances de merde. Parce que je suis énervé que j'ai le droit de dire des grands mots. Mais tout ça pour dire que nous, on a réinventé un peu le concept. On a inversé le processus de recrutement. Au lieu de faire un job board où tu as des entreprises qui mettent des offres d'emploi et des candidats qui y répondent, nous, on a fait un candidat board. Donc, tous les étudiants qui cherchaient un stage ou une alternance créaient leur profil avec une vidéo. Ils mettaient leurs critères, OK, 4 mois à partir de janvier à Paris. Et puis, le recruteur, c'est lui qui faisait l'effort d'aller vers le candidat. C'était plutôt sur ce qu'on appelle les soft skills, parce que Tout à finalement, fait. tu as totalement raison, c'est qu'on demande toujours aux jeunes d'avoir de l'expérience, alors qu'eux veulent leur première expérience. Donc c'est le cercle vicieux. On est tous passés par là, et c'est vrai que c'est une aberration parce que on n'a pas tous les mêmes pistons, les mêmes références, on ne vient pas tous des mêmes milieux, et c'est vrai que c'est une super idée en tout cas. Et Sur quand tu as 20 ans, enfin, personnellement, je recrute encore des gens de 20 ans de temps en temps. Pour moi, les deux seules choses qui comptent, c'est un, ton envie et ta détermination, et deux, ta capacité à apprendre. Et ça, c'est les deux éléments qui n'ont jamais été indiqués sur un CV, tu vois. Donc là, vous lancez cette On plateforme. lance ce truc avec mon talent, je pense pas en avoir beaucoup du talent, mais sur la création de marque, sur l'identité, sur le storytelling, on a un positionnement hyper fort. Où on arrive en mode, OK, on casse tout ce qui existe, on démonte les recruteurs qui font des entretiens d'embauche comme si c'était des interrogatoires de police, on tue les lettres de motivation où les étudiants se mettent à parler comme Shakespeare, tu sais, les trucs. ChatGPT en plus maintenant. En plus, alors à l'époque, il n'y avait pas, mais bon, un combiné de trucs absurdes où les gens se mettent à parler comme ils n'ont jamais parlé de leur vie. J'ai l'honneur et l'audace de vous déranger en cette belle journée d'août pour vous poser ma candidature, enfin des trucs que tu n'as jamais vu. Et là, boum, les 2 premiers mois, on a 13 000 étudiants inscrits sur la plateforme. On se met à vachement parler de nous, on a des articles un petit peu partout et on a une opportunité de partir à San Francisco dans le cadre d'un programme entre School Lab et Berkeley, hem et de choper un master 2 à Berkeley, qui est une des meilleures universités du monde. Jamais de ma vie, j'aurais pu penser aller dans cette université et lever des fonds. Donc je pars avec mes 2 associés à San Francisco, dans la vallée, pour lever des fonds sur cette boîte. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu, parce qu'on n'était pas du tout prêt à lever des fonds, parce qu'à ce moment-là, en 2021, si tu parlais pas de blockchain, de Web3 et de NFT, tu étais tu avais une technicité proche de celle d'un boulanger, mais en plus je sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas très gentil pour les boulangers. Enfin bref, tu n'étais pas considéré. Et donc on s'est rendu compte que ça allait pas du tout le faire. On avait l'équipe qui était à Paris, nous à San Francisco, 9 heures de décalage, le plus gros challenge managérial de toute ma vie. Tu vois, tu fais ton premier call à 9 heures à San Francisco, il est 18 heures à Paris. Ouais, c'est assez lunaire de pouvoir gérer des Ah bah équipes ouais, françaises depuis la Californie. impossible, impossible. Et donc en fait, plus les mois passent, plus on se rend compte de un qu'on va rentrer vite, de deux qu'on va rentrer pour fermer la boîte, et de trois qu'il va falloir réfléchir à ce qu'on fait après. Donc il y a personne dans la vallée qui a écouté le fait d'un besoin terre à terre finalement. Enfin, on n'est pas dans le NFT, etc. Donc c'est un vrai besoin. Vous n'avez pas réussi à percer le game sur place. Non, on a rencontré beaucoup de business angels.
Je te dis déjà, on avait un niveau de tech qui était hyper faible. On avait une plateforme en no-code, même si le pain était fort. Je pense que les Américains, ils sont plus habitués aussi au truc de méritocratie, de piston, non, ça n'a pas forcément de sens ce que je dis, donc mais je sais pas, ça leur parlait pas. Je pense qu'ils sont moins dans une logique aussi, égalitaire que nous, à Paris où ça parlait vachement, enfin en France. Et puis non, du coup, ça l'a pas fait. Donc là, décision. On rentre à Paris. Ouais. Alors là, tu rentres, pas forcément pour vivre tes meilleurs jours. Tu fermes ta boîte. C'est pas rigolo de fermer une boîte. Et vous n'aviez pas la volonté de se dire, bah, le marché américain, ça ne le fait pas. On revient en France qui a toujours ce décalage, ce retard de 5 à 10 ans, hein, surtout à l'époque. Enfin, toujours, hein, on a toujours un train de Bien sûr. retard. Vous n'êtes pas dit, bah, on essaye quand même en France parce que le marché est peut-être un peu moins mature sur ce sujet-là. Vous avez dit, non, on rentre, c'est fini. On avait fait notre all-in sur, San Francisco, que ce soit pour nos équipes, pour notre modèle, non, on a vraiment oui, on pouvait pas revenir et relancer. Donc toi, c'est une fois que tu sens que c'est la fin, c'est clôture terminée, on passe à autre chose. C'est vrai quand je le raconte comme ça, enfin ça fait 2 fois du coup que sur Pick Me Asli. Moi je crois beaucoup au timing et au tempo et c'est pas forcément vrai, hein. On voit des trucs comme BlaBlaCar, ils ont mis 10 ans à démarrer, mais c'est peut-être aussi dû, au jeune âge que j'avais, mais ouais, j'aime les choses qui prennent, qui explosent ou qui en valent pas forcément la peine et puis la vérité, c'est que, heu, on gagnait pas assez d'argent, c'est aussi ça le truc et comme tu le sais peut-être, bah, les mois qui passent et l'argent qui rentre pas, heu, c'est compliqué. Donc là, tu décides de rentrer en France, Fermer la boîte, tu fermes la boîte. Donc là, c'est la fou, ouais. là, c'est des illusions. Des illusions totales, et puis je suis perdu et puis je me dis que j'ai pas envie de repartir sur une aventure entrepreneuriale, L'épuisement moral, produit ouais, mental, la fatigue, parce que c'est fatigant, c'est des moments comme épuisant. ça. C'est épuisant et puis c'est épuisant aussi pour nos proches, tu vois? C'est épuisant, enfin ouais, là, c'est un moment pas cool et je me demande ce que je vais faire. Je fais un petit peu de freelancing. Puis en fait, à San Francisco, j'étais allé à des événements d'entrepreneurs qui étaient, totalement, différents de ce qu'on connaît ici à Paris. Des trucs, hyper informels, hyper underground. Première que j'ai faite, c'est dans une cour d'immeuble autour d'un feu. La deuxième, c'était, dans un hangar. Dans des caves, tu vois? Et c'était, des entrepreneurs habillés, comme on s'habille tous les jours, qui venaient, se rencontrer, partager dans ce qu'il y avait vraiment de plus pur à mes yeux dans l'entrepreneuriat. Moi, je vois beaucoup l'entrepreneuriat comme un truc de flamme intérieure, de quête. Donc les gens venaient, bah, faire vivre leur flamme entre elles. Parfois, il y a un mec qui demandait le silence, il faisait: «Chut», tout le monde se mettait à faire: «Chut». Il montait debout sur un banc ou sur une chaise et il pitchait sa boîte. Et c'est vrai que le jour où j'ai vu ça, je me suis dit: «C'est dingue». Moi, j'ai fait tellement de soirées, networking, costard cravate, PowerPoint, petit four, où les gens sont là pour vendre des trucs ou pour se faire mousser ou pour se alors que l'entrepreneuriat, c'est une histoire de quête, c'est une histoire de combat, on le voit et du coup, j'ai eu envie de créer des événements comme ça quand je suis rentré à Paris. Founders Night. The Founders Night, 22 juin 2022, complètement au culot, j'annonce que je vais créer un séisme dans l'écosystème français. On me réunit 200 entrepreneurs dans une salle d'escalade. Et puis, dès que c'est fini, les gens me demandent, quand est-ce qu'est la prochaine. Donc on recommence. 400 personnes en septembre 2022 dans une chapelle à Gare de l'Est, que des lieux déjà très atypiques. Puis depuis, on ne s'est jamais arrêté. La 3e édition, on a rempli la Cigale, 1 300 entrepreneurs. Et puis, aujourd'hui, on a organisé 34 événements. On a réuni près de 18 000 personnes à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, au Canada, à Montréal, mais aussi en Espagne. Et je pense qu'on est devenu une des références ou la référence de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat déjà physique, des événements, mais aussi, par les valeurs qu'on porte. Moi, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat de l'humain, du collectif, de la bienveillance, du partage. Je pense que je suis un peu un bisounours et que je rêve d'un entrepreneuriat des bisounours. Et je pense qu'on s'est beaucoup moqué de moi parce que c'est pas facile de prôner une mentalité de bisounours dans un monde, qui est pas toujours facile. Mais en fait, bah, aujourd'hui, j'ai l'impression de créer chaque jour un monde, de bisounours
Alors, tout n'est pas rose, évidemment, Bien sûr. mais il y a un truc et je pense que les entrepreneurs comme les humains sont tous, au fond, bons et qu'il faut trouver des moyens, des passerelles, des plateformes, des endroits, des événements pour faire vivre ce qu'on a de meilleur en nous et puis c'est ce que je fais avec la Founders Night. C'est de très belles valeurs entrepreneuriales et c'est très bien et de plus en plus d'entrepreneurs le prônent, hein. On a Arthur Aubeuf qui se dit humain, positif. Enfin, toutes ces personnalités qui commencent à dire on n'est pas obligé de faire du business et de faire du mal en même temps. Le business n'est pas égal à devoir faire du mal aux autres, Bien à sûr. écraser les autres, parce qu'on l'a beaucoup vu, que ce soit les fonds d'investissement, que ce soit des associés, etc. On peut avoir des gens malveillants, bon, c'est la vie, hein, mais quelque part aussi de prôner qu'on peut être gentil et faire du business, c'est possible. Et c'est ce genre d'initiatives qui mettent à l'honneur que l'entrepreneuriat, c'est censé être, comme tu dis, une quête vers changer le monde, mais de façon positive. Ouais. Donc ça, c'est tout à ton honneur. Et donc là, on voit que c'est un peu des vagues. C'est des vagues parce que les événements, ça rapporte pas d'argent, parce que les événements, c'est, un énorme shoot de dopamine pendant l'événement et puis ensuite tu te dis: «Mais OK, mais c'est quoi le next step?» 34 événements, tu imagines en 2 ans? Donc j'aurais dû faire 34 vagues quasiment. Ouais et puis c'est un truc où on était drivé et encensés par la foule, par notre communauté, mais à la fois on naviguait vachement à vue. Hem, il y a des gens qui sont venus, qui sont partis dans l'équipe, tu vois? Et puis, il y a un modèle qu'on trouvait pas, hein. Les événements, ça coûte cher, ça rapporte peu comme je le disais mais un truc où, bah, finalement nos valeurs, étaient connues et reconnues, de plus en plus largement et puis finalement, on a trouvé la sortie du tunnel. Alors c'est même pas un tunnel, mais en tout cas la dernière montée du roller coaster pour l'instant. Demain Factory. Demain Factory, c'est un écosystème, c'est un lieu, c'est un média, c'est des événements. Est-ce qu'on ne retrouverait pas un peu l'énergie de The Family? C'est pour ça que c'est cool de finir sur ça, évidemment. Évidemment, j'ai envie de créer un endroit, une philosophie, une famille, d'entrepreneurs ouverte à tous, où on construit les entreprises, de demain. Incroyable. Donc la boucle est bouclée. Tu avances dans ce cycle vertueux de l'entrepreneuriat et je te souhaite beaucoup de bonheur sur, tout ce que tu es en train de faire. Merci beaucoup Martin d'être venu dans le roller Merci à toi. coaster. Je t'invite à signer ton ticket. Merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à le commenter, le partager et on se retrouve dans le prochain. À plus.